serions-nous sans notre culture, nos racines et nos valeurs? Absolument rien, c'est l'opinion de plusieurs acteurs, défendeurs de la culture africaine, burkinabé en particulier, et je suis sûr que nos invités du jour ne diront pas le contraire. Sans vous plus tarder, je vais vous présenter Gérard Pierre-Nwende Kientega, dit KPG. Il est conteur, il est ambassadeur du patrimoine burkinabé. C'est aussi un forgeron. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Nous disons également bonsoir à Edmond Djigum Koudré, qui est écrivain, journaliste et professeur. Bonsoir et bienvenue. Ouais, bonsoir. Et aussi, nous accueillons sur ce plateau Maxime Paloupounini Woba, qui est sociologue du développement spécialisé en genre et développement. Il est auteur de 7 livres dont le plus récent est intitulé Religion et Nation, quelle corrélation pour le vivre ensemble. Bonsoir. Bonsoir. Fidèles téléspectateurs, le décor il est campé. Sans plus tarder, on parle 15 mai, on parle culture, on parle us et tradition au Burkina Faso. La première question, je vous l'adresse KPG. Comment est-ce que vous avez célébré le 15 mai? D'abord, merci pour la parole. Et au nom, voilà, je vais demander la permission à tous ceux qui sont ici aussi pour m'exprimer parce que c'est très important. En attendant, je dis quand même, il faut que je salue nos ancêtres qui, en tout cas, aujourd'hui, dans leur tombe, en tout cas, je sais qu'ils bougent de joie le fait d'entendre qu'en fait, il y a une journée qui est consacrée à la tradition et à nos coutumes. Pour vous, c'est une injustice qui a été réparée? Ce n'est pas seulement qu'une injustice, c'est plus que ça, parce que en fait, dans toutes les sociétés, la coutume et la culture, c'est la base de la société, c'est ça qui recentre les valeurs. Mais on ne peut pas vivre sans nos valeurs, on ne peut pas vivre sans notre culture. Et donc, c'est la raison pour laquelle je trouve que c'est quand même, c'est bien. C'est vrai que mieux vaut tard que jamais, mais en tout cas, je sais que c'est venu, la journée des coutumes là, nous on a célébré ça chez le Panguin, c'est le Mogo Naba. Nous avons en tout cas écouté les communications, nous avons aussi écouté le message de Sa Majesté Mogo Naba Baogo qui nous a exhorté de continuer toujours dans la transmission des enfants. Alors, Edmond Djigum Koudré, comment est-ce que vous avez apprécié le contenu qui a été donné à voir, à entendre en ce qui concerne la célébration de cette première édition du 15 mai? On a vu que beaucoup de sangs ont coulé, beaucoup d'immolations d'animaux, beaucoup de plaidoyer auprès des ancêtres. Comment est-ce que vous avez apprécié tout cela? Avant tout propos, je voudrais m'incliner humblement sur la tombe de tous nos dévanciers et saluer de façon solennelle tous les dépositeurs de nos valeurs coutumières avant de prendre la parole. Et je voudrais saluer tous ceux qui sont autour de la table parce que KPG est un aîné et le frère également c'est un parent et nous devons nous saluer culturellement avant de prendre la parole. Alors parlant du 15 mai, il faut dire que nous l'avons célébré comme tous les autres. Il faut dire que la tradition, il y a plusieurs pratiques. Vous avez parlé d'immolation, beaucoup de sang versé. Bon, il y a des gens qui n'ont pas pu verser le sang parce qu'il semblerait que le mercredi n'était pas le bon jour indiqué, voilà, pour certaines communautés d'égorger ou de verser le sang. Mais je crois que nous l'avons fait comme tous les autres. On a entendu également cette interpellation de l'un des leaders coutumiers qui dit que n'importe qui ne verse pas du sang. Absolument, n'importe qui ne verse pas du sang. Parce que lorsque votre père est toujours vivant, vous ne devez pas verser l'eau de libation parce que vous êtes en train de provoquer un problème que vous aurez du mal à résoudre. C'est ceux qui n'ont plus, par exemple, leurs parents vivants qui leur donnent de l'eau afin qu'ils transmettent de façon hiérarchique à tous les ancêtres qui ne sont plus de ce monde. Voilà. Et à ce niveau, effectivement, quand on parle de l'immolation ou de verser le sang, ce n'est pas donné à n'importe qui. Parce qu'il faut parler de l'initiation. Comment on le fait, à quel moment et pourquoi on le fait. Mais si vous n'êtes pas initié, comment vous allez faire cette pratique si ce n'est que faire de la fossilisation? Alors qu'en toute chose, il faut un apprentissage afin que tout ce que vous allez faire ou tout ce que vous allez demander, nos ancêtres puissent exaucer et transmettre fidèlement au dieu de Zida.
Parce que quand on parle du Dieu d'Isaac, de Jacob et d'Abraham, ce n'est pas forcément le Dieu de tout le monde. Chez nous, on parle de Zidwende, le Dieu de Zida. Donc, quand nous voulons... Et ça s'applique à toutes les communautés? À toutes les communautés. C'est spécifiquement les Mossés qui le font comme ça. Voilà, peut-être ailleurs, ils ont leur façon de faire les choses, ils ont un langage qu'ils tiennent pour pouvoir évoquer également leur Dieu. Mais chez nous, les Mossés, on parle de Zidwende. Alors, on va revenir sur cet aspect. Alors, du point de vue sociologique, est-ce que la commémoration du 15 mai a respecté toutes ces attentes, vu l'engouement autour? Déjà, je vois quelque chose, suivant les propos de mon invité d'en face. Je me suis demandé si réellement le mercredi n'est pas un jour pour ce qui est mis en avant. Pourquoi le premier 15 mai est tombé sur un mercredi? Il y a déjà un problème, peut-être qu'il n'y a pas eu assez de concertation, sinon que peut-être que ça devait être le 14 mai ou le 16 mai. Mais bon, on ne va pas revenir sur le choix de la date. Ce que je veux aussi, parce que lorsqu'on a vu en face chacun invoquer Dieu, moi je ne vais pas invoquer le Dieu de la sociologie, mais j'appartiens aussi à un groupe social, donc permettez que je salue aussi mes frères du Goulmou, parce que je suis aussi, je leur appartiens aussi en tant que Goulmanché. On a vu également que le Goulmou a célébré le 15 mai. Oui, je ne vais pas dire que je l'ai célébré, j'ai passé une journée aussi du 15 mai, voilà. J'ai essayé avec mes enfants et mon épouse à remonter notre généalogie, parler un peu de d'où je viens. J'ai connu le nom du père de mon père. Voilà, c'est à l'occasion du 15 mai que je suis revenu sur ça. C'est important. Oui, c'est important. Et à côté aussi, voilà, j'ai mangé un plat traditionnel, j'ai porté du coco d'onda toute la journée. Et une belle célébration. Et aussi, voilà, en tant que sociologue, avec un autre collègue sociologue, nous avons organisé une conférence sur tradition, religion et coutumes. Voici ce que nous avons fait à l'occasion de ce 15 mai. Alors, vu l'engouement justement autour de cette célébration, est-ce qu'on peut conclure que les Burkinabés, KPG l'a évoqué, avaient ce besoin-là de magnifier le culte des anciens? Ils avaient besoin d'un jour à eux aussi. Ce besoin, voilà, on ne doit pas le nier, voilà, vu l'accueil qu'on a vu. Maintenant, ils célébraient déjà le culte aux ancêtres, voilà, parce que si les chrétiens et d'autres ont des célébrations annuelles, je crois qu'eux, ils ont souvent des célébrations, soit hebdomadaires ou saisonnières, et ils le faisaient déjà. Maintenant, s'il y a une journée qui leur est dédiée, qu'ils ont accueilli favorablement, on ne peut que le saluer, puisque nous sommes en quête de cohésion et aussi de justice à l'égard de toutes les religions qui se pratiquent au Burkina Faso. Alors, la place qu'occupe le culte des anciens au Burkina Faso, KPG, on entend souvent cette question-là, 50% d'animistes, 40% de chrétiens, 50% de musulmans, autant pour moi, 40% de chrétiens et 100% d'animistes. La question est, pourquoi ne pas choisir? C'est un choix. En fait, et assumer son choix. Le problème, c'est que l'aliénation a atteint un niveau qui fait que beaucoup de gens ne veulent pas assumer leur africanité. Ils ne veulent pas assumer qui ils sont. Ils ne veulent pas, en tout cas, magnifier leurs propres ancêtres. Parce qu'aujourd'hui, dans toutes les cultures, il n'y a pas quelqu'un qui ne respecte pas ses ancêtres. Parce que celui qui réunit ses ancêtres, c'est comme on a dit, hein, tu ne peux pas défendre ta culture. Parce que si tu ne respectes pas tes ancêtres, comment toi tu peux raconter l'histoire de tes ancêtres? Comment tu peux magnifier l'histoire de tes ancêtres? Comment toi tu peux dire à tes enfants qu'il faut, en tout cas, magnifier nos héros et magnifier les personnes qui ont travaillé pour que le Burkina Faso puisse être Burkina aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a vu beaucoup, quand on regarde les sacrifices que les gens font, les doigts qu'on fait, les marabouts, les féticheurs et partout. Bon,
tu arrives, tu vas voir tout le monde qui part voir. Et tu vas remarquer que la plupart du temps, beaucoup de jeunes vont en tout cas là-bas, plus que même des vieux. Il y a beaucoup de jeunes filles, beaucoup de jeunes hommes qui vont chercher en tout cas soit de l'emploi ou alors des maris, etc., etc. Donc ça fait que il y en a qui se cachent, il y en a qui vont, comme nous autres, hein, qui s'expriment de façon officielle que nous sommes des traditionalistes. Nous, en tout cas, on magnifie nos ancêtres et on est fiers de nos ancêtres parce qu'on sait que nous avons le sang de nos ancêtres qui circule en nous. Mais il y a d'autres qui, malheureusement, avec l'avènement des autres religions qui sont là, ils ne veulent pas, en tout cas, être fiers de leur propre culture. Et nous, bon... Est-ce que le fait d'assumer cela ne vous met pas souvent dans des positions déplaisantes lorsque vous êtes dans certaines cérémonies face à certains acteurs, peut-être qui ont peur de vous saluer, qui ont peur de ça et ça? Parce que souvent, moi, on a dit à Moré que Omaya Sir me beftonra. C'est-à-dire que même, c'est pas, comment on peut dire, Sira en français, c'est un arbre qui n'a pas de feuilles, d'écorce. Pour pouvoir avoir les écorces là, c'est très difficile. Pourquoi on dit ça? C'est-à-dire qu'il faut toujours respecter ce qu'on a. Moi, je respecte ma mère, je respecte mes ancêtres. Ce n'est pas parce que tout simplement je vais regarder ce que l'autre a et puis oublier ce que je suis. Vous savez, c'est ce que je disais, la tradition mal digérée, c'est comme un habit que tu portes, tu vois, par exemple. C'est-à-dire, qui te sert, tu ne peux pas t'asseoir, tu ne peux pas marcher, encore moins dormir. Moi, je porte l'habit qui est cousu sur mes yeux. Je ne vais pas porter l'habit de quelqu'un. Et je suis fier de ce que j'ai porté. Je suis fier de porter mes habits traditionnels. Je suis fier d'aller partout pour dire que je viens du Burkina Faso. Je suis fier de dire que le Burkina Faso compte plusieurs ethnies. Je suis fier de dire que moi, je suis forgeron. Et ça, personne ne va me l'enlever. Et cette fierté-là, c'est la connaissance de ma culture qui fait que je suis fier. Parce que si je connais ma culture, ça veut dire que je respecte l'autre. Et quand tu connais ta propre culture, si tu connais tes racines, tu vas savoir respecter les autres. Mais si tu ne respectes pas les autres, ça veut dire que tu ne sais même pas qui tu es, tu ne sais pas d'où tu viens. C'est dans ce sens que j'ai dit que moi, partout où je vais, que ce soit des musulmans, des chrétiens, en tout cas, jusque-là, ils sont fiers de moi parce que j'assume. J'assume et puis je ne regarde personne. Parce que je respecte ceux qui sont en face de moi. Tu es musulman, tu pries, il n'y a pas de problème. Tu es chrétien, tu pries, il n'y a pas de problème. C'est pourquoi j'ai pris l'exemple la dernière fois, je disais, si vous voyez un musulman qui vient devant sa boutique, il prie. Et avec son tapis, ce n'est pas un problème. Le chrétien, il va faire son signe de croix, ce n'est pas un problème. Mais toi, en tant que traditionnel, tu tombes, tu es là assis avec ton poulet devant ta boutique pour demander à tes ancêtres pour que les ancêtres t'aident à ce que ta boutique prospère. On va dire, oh, il faut les chasser, c'est un sorcier, c'est ceci, c'est là. Mais aujourd'hui, avec le 15 mai, là, tout ça, là, c'est fini. Tout ça, c'est fini. Ça veut dire que c'est super pour nous, quoi. Et justement, je note plusieurs aspects dans votre intervention. Le respect des différentes religions au Burkina Faso. Edmond Djigoum Koudré, est-ce que vous êtes dans cette même dynamique? Oui, absolument, je suis dans la même dynamique. Il faut dire que même avant la célébration de cette fête du 15 mai, le Moro a demandé à ce que cette pratique-là, ce ne soit pas une pratique qui va nous amener à faire une certaine distinction par rapport aux autres. Les religions révélées, si vous prenez les islamistes, les christianistes, etc., le Moro a dit que nous devons nous respecter mutuellement. Ce n'est pas l'occasion de nous jeter en pâture. Et vous savez que la tradition, c'est un domaine où il y a la cohésion sociale. C'est un domaine où le pardon a toujours existé. C'est un domaine où on reconnaît l'existence de l'autre. Même si tu es différent de nous, nous te considérons. La preuve, quand vous prenez par exemple les religions dites révélées, quand elles sont arrivées au Burkina Faso, ce sont les coutumiers qui leur ont donné une portion de terre pour qu'ils bâtissent leur mosquée, leur temple, leur église. Donc c'est pour dire que nous reconnaissons également les autres. Et les autres également peuvent nous enrichir d'une certaine manière. Mais maintenant, si ce sont les autres qui doivent venir après estimer que nous sommes des diables, nous sommes des sorciers, nous sommes ceci, nous sommes cela, c'est là-bas que le bas blesse. Sinon, côté traditionnaliste, nous ne faisons pas cela. Nous acceptons les autres
tels qu'ils sont. Et nous voudrons que les autres également nous reconnaissent de façon valable. Par choix à faire, on a vu également des leaders de certaines communautés religieuses et coutumières qui, à certaines fêtes religieuses, y sont. Et au 15 mai encore, on les reverra. Est-ce qu'il n'y a pas... Il n'y a pas amalgame. Par exemple, je reviens sur ce qui s'est passé sur le Mogo. Ce qui s'est passé sur le Mogo, qui on sait qui participe aux fêtes religieuses, la Ramadan, Tabaski. Oui. Et par exemple, le 15 mai à la célébration, on a vu, il y avait des peuls, il y avait l'ensemble de la communauté des Yassé qui étaient venus pour commémorer la fête avec nous. Parce que quand vous arrivez chez le Mogo, vous allez voir que toutes les communautés sont représentées et chaque communauté a sa place. C'est-à-dire que dans l'organisation sociétale du Mogo, il n'y a pas une... ce n'est pas la stigmatisation, ce n'est pas le rejet. C'est-à-dire que c'est l'inclusion. On prend tous ensemble. Parce que c'est comme si tu as des enfants. Tu mets au monde des enfants. Si tu mets au monde des enfants, il y a des infirmes, il y a des gens qui ont des pieds, il y en a qui n'ont pas. Donc tout ça, là, ce sont tes enfants. Tu dois les prendre pareil. Donc on ne peut pas dire que tous ceux qui sont au Burkina Faso et les autres communautés qui sont là ne font pas partie, ou alors parce que c'est une communauté qui est petite, il faut stigmatiser ou alors il faut les rejeter. C'est pourquoi j'adore ce qui se passe chez le Mogo, parce que le Mogo Naba, dans l'ensemble, qu'est-ce qu'on dit? Le Mogo Naba est comme le soleil. Il éclaire tous les villages. Il ne dit pas que ce village-là, c'est un petit, il va envoyer quelques rayons et laisser l'autre village. C'est un soleil. Et le roi soleil éclaire tous les villages, aussi minimes ou aussi grands soit-il. Donc ça veut dire que le Mogo, c'est l'ensemble de tout ce qui se passe dans la société, il les prend comme au niveau de l'atelier de la forge, où par exemple tous les outils qui sont à l'intérieur sont complémentaires et interdépendants. Et tous les outils participent à l'action dynamique même de l'atelier de la forge. Voyez, donc pour moi, c'est un enseignement et c'est en même temps un appel qu'on lance pour tous les autres, de savoir, comme on a dit, quand les autres sont arrivés, effectivement on les a accueillis, leur a donné des places et tout ça. Aujourd'hui, tu ne vas jamais voir un animiste qui va dire que lui, là, c'est un kafir, lui, il est inutile dans la société, il est sorcier et tout ça. Alors que quand vous regardez, quand les gens ils arrivent à l'hôpital, ils n'arrivent pas à se soigner, qu'est-ce qu'ils font? Qu'il faut repartir au village. Et quand ils vont au village, là, ce sont les traditionnalistes avec leurs herbes et leurs plantes qui les soignent. Donc, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'on trouve le juste milieu pour que le Burkina Faso puisse retrouver, en tout cas, son harmonie d'antan. Alors, je reviens à vous, Maxime Ouoba. Est-ce que, en initiant le 15 mai, en célébrant même la première édition, est-ce qu'on vient ici de briser l'abcès, le fait que les Burkinabés n'auront plus peur, plus honte de se présenter en tant qu'adeptes de la culture africaine? Cette peur, pour moi, je ne la voyais plus depuis un moment donné. Il y avait une certaine honte quand même. Oui, c'est vrai que à tous les niveaux, hein, vous savez, ce n'est pas seulement ceux qui pratiquent la religion traditionnelle qui sont souvent stigmatisés lorsqu'ils affichent leurs croyances religieuses. Il y a aussi certaines personnes, quand ils affichent le fait qu'ils croient en Jésus ou en Mohamed, certains se demandent comment un scientifique d'un tel niveau peut croire en ces choses. Donc, le courage d'affirmer son appartenance religieuse, les traditionalistes n'ont pas le monopole de ce courage. Mais j'aimerais revenir sur deux aspects. Voilà. Le premier, en sociologie, on nous parle souvent des concepts. Et là, quand j'écoute mes amis en face, il y a des mots qui m'interpellent, pour ne pas dire qui me choquent. Okay. J'ai entendu aliénation. Il y en a qui sont aliénés. J'ai entendu islamiste. J'ai entendu christianiste. Et je suis sûr que le musulman qui nous écoute ne serait pas content d'être appelé islamiste. Ceux qui pratiquent la religion révélée ne seraient pas contents qu'on parle d'eux en parlant d'aliénation. Parce que nous disons que en matière de religion ou de groupe, on dit qu'il ne faut jamais désigner des gens par un nom qu'ils ne se sont pas donnés eux-mêmes. Aucune religion révélée ne va dire que eux, ils sont de ceux qui ne sont pas fiers de leur culture. Je ne défends pas de religion. Et l'autre élément, quand il parle du Mogo, dit le Mogo Naba, c'est le soleil. Soleil de qui?
Parce que, est-ce que ceux qui sont dans le Goulmou considèrent le Mogo Nava comme leur soleil? Il faut aussi être prudent à tous les niveaux, afin de ne pas vouloir imposer aux autres ce que nous croyons juste. Donc, que ce soit sur le plan de la royauté et aussi que ce soit aussi sur le plan de la religion. Donc, j'aimerais vraiment attirer leur attention sur ce côté-là, les concepts que nous utilisons pour désigner les autres. Et souvent, aujourd'hui, le constat que je fais, il a évoqué le fait que nos grands-parents ont cédé des terrains aux chrétiens, aux musulmans. Oui, pour leur implantation. Pour leur implantation. Et je pense que nos grands-parents étaient très tolérants. C'est pourquoi ils ont fait ça. Mais quand j'écoute, je vois les concepts qui sont utilisés par certains aujourd'hui, ceux que j'appelle les nouveaux adeptes, je vois que, voilà, ils doivent peut-être tempérer un peu leurs zèles qu'ils ont actuellement pour qu'on puisse continuer et que si eux aussi ils étaient à la place de nos ancêtres, qu'ils soient de ceux qui allaient peut-être céder les terres ou autre chose. Il est question de respect des religions. Oui, c'est ce qui est prôné. Oui, le respect, il commence d'abord dans la manière dont nous désignons l'autre. Voyez, si tu désignes l'autre comme quelqu'un d'aliéné, tu peux parler de cohésion, ça ne passera plus. Parce que la stigmatisation est déjà là dans le mot que tu utilises pour le désigner. C'est comme des mots comme étranger. Une fois que tu le dis étranger, que tu le dis encore, je te traite comme un frère, tu m'as déjà dit étranger. Ne dis plus que tu me traites comme un frère. La barrière est là. La barrière est là. C'était juste pour attirer leur attention. Parce que de l'autre côté aussi, nous attirons leur attention. Par exemple, le mot non-croyant. De plus en plus, on interpelle les prédicateurs dans les églises, dans les mosquées, à ne plus traiter les autres de non-croyants. Parce que très souvent, depuis un moment, ce que nous avons entendu à la catéchèse, voilà, on nous parlait de ceux qui n'étaient pas chrétiens ou musulmans comme non-croyants. Et aujourd'hui, en grandissant, et aussi la sociologie faisant, nous avons appris qu'il ne faut jamais traiter le différent de non-moi, mais de le désigner selon le nom qu'il a choisi. Voilà. C'est bien noté. KPG, allez-y. Vous aurez la parole, Edmond. Je voudrais d'abord rappeler, mon ami, que j'ai bien situé le contexte quand j'ai pris l'exemple du Mogo. Et je n'ai pas dit que c'est l'ensemble du Burkina Faso. S'il suit très bien mon discours, et s'il a la mémoire, et de reprendre ce que j'ai bien dit, on a célébré ça chez le Mogo, et j'ai pris l'exemple du Mogo en disant la symbolique du Mogo. Et lorsque je donne la symbolique du Mogo, je ne suis pas là pour dire que le Mogo Naba représente tout le Burkina Faso. J'ai bien dit, je prends la symbolique du Mogo. Maintenant, la question d'aliénation que lui vient de dire, mais on pose une question, je réponds en fonction de ce que j'ai compris. En vertu de quoi on peut se permettre de me dire qu'on peut me donner des leçons en disant que, voilà, on attire notre attention comme si on était des choses. Vous savez, lorsqu'on entre dans une forêt qu'on ne connaît pas, on va couper un bâton qu'on ne connaît pas. Vous savez, lorsque les intellectuels, les soi-disant intellectuels vont faire leur entretien, c'est avec qui? C'est avec les dépositaires qui vont aller faire leur entretien. Ils reviennent maintenant avec leurs concepts occidentaux. Et c'est avec ça maintenant qu'ils vont venir nous embrouiller en nous, traitant des gens qui ne sont pas... moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Dit quoi? C'est les intellectuels le problème? Non, on ne peut pas venir me dire que non, moi je suis là pour insulter les gens. Moi, je n'insulte personne. Je pèse mes mots chaque fois que je parle. Moi, je n'ai pas attendu le 15 mai pour affirmer ce que je fais. Tout le monde voit les actions que je fais et je n'ai pas attendu ça pour le faire. Donc, venir me dire que moi, je suis là pour prendre le Mogo là-bas comme le roi du Burkina Faso, je ne l'ai pas dit. J'ai pris l'exemple du Mogo. Et chacun parle en fonction de sa culture, chacun parle en fonction du champ lexical dans lequel il évolue. D'accord. Votre contextualisation est prise en compte. Allez-y. Je voudrais rebondir sur ce que l'ami vient de dire par rapport à un certain nombre de concepts. Il faut dire que c'est bien de lire. Nous avons tous fait l'université, nous connaissons les concepts. Mais est-ce que le christianisme, ce n'est pas une doctrine? Est-ce qu'il n'y a pas de pratiquants? Est-ce que l'islamisme, ce n'est pas une doctrine? Est-ce qu'il n'y a pas de pratiquants? Où est le problème? Nous sommes des hommes de terrain. Nous n'avons pas attendu le 15 mai pour nous affirmer. Ça fait 10 ans que moi je me promène dans tous les recoins de Burkina Faso pour causer avec les sages.
Donc, il y a longtemps, depuis Mathusalem, que les autres nous traitent d'aliénés, de caves, du diable, du démoniaque. Mais les traditionnistes ne réagissent pas. Nous faisons notre travail. Et quand ça chauffe ailleurs, maintenant, on dit, ah, il faut revoir les traditionalistes. Pourquoi? Donc je crois que ici personne n'a traité une autre religion d'aliéné ou autre chose. Peut-être qu'il nous a mal compris. Sinon, nous avons le devoir de respecter les autres. C'est comme au départ, je l'ai rappelé ici, même le Moro l'a insinué. Le 15 mai, ce n'est pas une fête pour indexer autrui de façon négative. C'est pour la cohésion sociale, l'acceptation de l'autre. Et je crois que les concepts qui existent là, il y a des pratiquants et ces pratiquants se reconnaissent dans ces concepts. Donc ce n'est pas une injure, ce n'est pas une façon de diminuer quelqu'un. Et je crois que nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Quelqu'un qui nous traite de traditionnaliste, en quoi ça va nous faire mal? Puisque nous vivons la chose, nous sommes dedans. Donc je crois qu'à ce niveau, nous devons être sur une même longueur d'onde pour qu'on ne pense pas que nous sommes là pour regarder les autres de façon condescendante. Alors, je note les mises au point, Maxime Woba, et nous allons évoluer dans le débat qui est plus axé sur la tradition et les coutumes africaines avec cette célébration du 15 mai. On aborde ce point-là, le fait que les traditions africaines considérées comme des richesses ont été oubliées. Alors, je vous adresse cette question, KPG. C'est vrai que vous êtes issu de la caste des forgerons, conteurs talentueux, en somme un homme de culture, mais pourquoi est-ce que vous ressentez ce besoin d'initier vos enfants en particulier? On voit des vidéos où vous êtes en séance d'initiation pratiquement. Oui, je pense que c'est normal pour moi en tant que forgeron, parce qu'on dit que lorsque l'antilope court, en tout cas son petit aussi doit courir. Lorsque le lion bondit, son petit aussi va apprendre aussi à bondir. Donc je crois que si je le fais, c'est parce que c'est dans la tradition, il faut transmettre. Transmettre la culture, transmettre les valeurs à nos enfants. Ce n'est pas seulement le feu, c'est-à-dire que c'est la symbolique qu'il faut voir. Ce que je fais ici, il y en a un qui pense que oh, c'est de la sorcellerie, il est en train de rendre ses enfants un peu, d'amener ses enfants, de les amener dans le monde des démons et tout ça. C'est pas ça. C'est-à-dire que la symbolique que nous tentions de montrer ici, c'est-à-dire que dans l'atelier de la forge, on nous a appris la patience. On nous a appris l'écoute et l'observation. Dans l'atelier de la forge, on nous a appris à se forger. On nous a appris que les différents types de savoir-faire forgés, comment il faut forger les individus pour que cet individu, aussi minime soit-il, puisse participer à l'évolution comme l'aiguille qui participe à l'évolution et à l'action dynamique de la forge. C'est-à-dire que quand on amène un enfant c'est comme la loupe que tu sors au niveau du fourneau. Et cette loupe-là, tu dois faire l'affinage. Et cet affinage-là, tu dois l'amener au niveau de la forge pour lui donner une forme. Et quel type de forme on va donner? C'est ce que nous tentions de donner à nos enfants. Parce que dans cet atelier-là, c'est l'éducation. Et l'éducation du morceau de fer pour transformer ce morceau de fer en daba, en pioche, en aiguille, en couteau ou en n'importe quel outil utile pour la société, c'est-à-dire que l'outil doit subir des transformations, doit accepter se forger. Et le fait de se forger, c'est pourquoi on dit que c'est à l'épreuve du feu que l'or révèle sa valeur. Et c'est cette épreuve-là qui va ramener, en tout cas, cet outil-là dans l'antre du Kientga. Bon, je résume parce que c'est un peu trop technique, pour pouvoir nommer cet instrument-là ou cet outil-là qui va devenir utile pour cette société. Donc les différents types de savoir-faire forger, c'est quoi? C'est ceux qui forgent leur vie avant de la meubler, ceux qui meublent leur vie avant de la forger, et à ce qu'on appelle les forgerons de la vie et des meubles. Et nous, en tant que forgerons de la vie et des meubles, il faut forger nos enfants pour que nos enfants puissent être utiles. L'épreuve du feu, c'est quoi? Parce que la symbolique du feu chez nous, c'est très important. Parce que la connaissance du feu, c'est-à-dire, c'est connaître quelque chose de grand, connaître quelque chose de pouvoir, quelque chose qui a une puissance. Et cette puissance-là, ce sont des enseignements, ce sont des philosophies qui sont en bas, que nous, on enseigne l'enfant. Mais c'est ce qu'on voit à l'extérieur, qui est le fait qu'on amène l'enfant à marcher sur le feu, mais tout ça c'est scientifique. C'est scientifique parce que tout simplement c'est la connaissance des plantes et des herbes. C'est l'ensemble de ces combinaisons-là qu'on utilise pour unifier le corps et les habits, pour éviter que le corps brûle et tout ça. Donc c'est comme ça. Est-ce qu'il
ils manifestent le sentiment d'apprendre. Si tous mes enfants apprennent, viennent à la force tout le temps pour apprendre. Parce qu'à la force, c'est ça que j'ai expliqué. Ce n'est pas seulement le fait de marteler. Parce qu'il y a une philosophie de vie autour desquelles des valeurs humaines qui sont transmises. Et ces valeurs humaines, ce sont ces valeurs de cohésion, ces valeurs de respect de l'autre. Parce qu'on dit dans l'atelier de la forge, tout apprenant, c'est l'écoute et l'observation. L'écoute du langage des outils qui transmettent des messages. Et la symbolique qui se trouve derrière, c'est quoi? On montre à tous les enfants qu'au-delà du bruit du fer, résonne le silence. Et c'est ce silence qui construit, c'est ce silence-là qui forme, c'est ce silence qui va ouvrir l'esprit de l'enfant pour que cet enfant-là puisse, en tout cas, savoir ce que c'est qu'un vrai forgeron. Alors, Maxime Ouba, de votre point de vue, pourquoi est-ce que les jeunes, la jeune génération, semble avoir tourné le dos aux us et coutumes africaines? Tourner le dos, je crois que c'est plus... Il y a un mot intéressant qu'il a utilisé que je vais lui emprunter, c'est transmettre. Voilà. C'est peut-être une crise de transmission. Une crise générationnelle? Oui, parce que aujourd'hui, quand nous regardons comment nous avons appris, le fait que beaucoup d'enfants aujourd'hui, vous allez vous rendre compte, souvent que ce soit à cause des études, les internats, nous avons un mode de vie. Voilà. Nous avons un mode de vie aujourd'hui qui ne permet pas aux enfants de passer le maximum de temps possible avec leurs parents. Et un mode de vie aussi qui ne permet pas aux parents d'être avec les enfants plus que ce qu'ils ont été, ce dont ils ont bénéficié eux-mêmes en tant que parents. Donc c'est une question de transmission. Sinon, l'intérêt est là. Alors cela dit, la chaîne de la transmission s'est rompue à un moment donné. Oui, il y a ça. Il y a la chaîne de la transmission, mais aussi l'influence de l'extérieur. Ça veut dire que les autres, eux, ils ont su peut-être moderniser leur mode de transmission de la culture. Peut-être que c'est là où nous n'avons pas su suivre la mutation, le processus de modernisation. Peut-être c'est ça qui a conduit un peu, et là encore je vais le rejoindre, où il y a eu peut-être la déperdition en fait, je ne vais pas dire aliénation, mais il y a eu beaucoup de déperdition entre nos parents et nous, et pire encore entre nous et nos enfants. Voilà. Sinon, ça reste intéressant, c'est quelque chose qui les intéresse toujours, nos jeunes. Mais comment pouvoir leur transmettre ça avec des outils et des canaux qui sont adaptés à leur mode de vie? C'est ce que nous devons trouver. Voilà. Alors, Edmond Djigum-Koudré, on sait qu'avant, au niveau des us et coutumes, il y avait un certain nombre de pratiques qu'on ne devait pas faire, en fonction des jours, en fonction du groupe ethnique et tout. Mais actuellement, c'est à peine si on s'en rappelle. Évidemment, il faut le dire, parce que quand on a parlé de la transmission, il faut dire que cette transmission a été court-circuitée par l'école. Puisqu'il y avait des cadres initiatiques où les enfants apprenaient pas mal de choses. Aujourd'hui, il n'y a plus ces cadres initiatiques. Les initiations. Donc, c'est l'école qui est devenue le relais. Donc, à l'école, on apprend des choses généralement qui sont étrangères, aux choses qui relèvent de notre terroir. Et il faut revenir à ces valeurs. Même si c'est pendant les vacances, il faut souvent amener les enfants à comprendre un certain nombre de choses. Vous avez parlé des interdits. Il faut dire que dans notre société, il y a bien des interdits que les enfants, même les aînés, ne respectent plus. Et dangereusement, ils assument également les conséquences. Vous savez que quand nous prenons la vie entre un homme et une femme au foyer, il y a beaucoup de choses. Par exemple, la nuit, quand l'homme doit poser l'acte d'amour avec sa femme, il y a des choses que la femme ne doit jamais faire. Une femme ne refuse pas son mari au lit. Une femme ne piétine pas son homme avec son pied. Une femme n'attrape pas les attributs sexuels de son homme et tire. Ces éléments étaient suffisants pour qu'on répudie la femme. Et cette éducation était donnée à la jeune femme dès l'initiation, avant même qu'elle ne vienne au foyer, pour qu'elle puisse avoir ses connaissances et venir vivre naturellement. Parlant des plantes médicinales, il faut dire que dans le cadre initiatique, on apprenait déjà à la jeune fille
les valeurs thérapeutiques de certaines plantes. Ne serait-ce que pour que le jour, quand elle va avoir un enfant, qu'elle n'ait pas besoin de tourner à gauche ou à droite. Déjà, elle sait que telle plante-là, ça peut soigner telle maladie. Telle autre plante, ça peut revenir faire telle chose dans l'évolution rassurante de l'enfant. Quand vous prenez par exemple le respect des aînés, aujourd'hui, ça n'existe pratiquement pas, alors que c'était une valeur ancestrale. Respecte l'aîné parce qu'un jour, tu seras aussi aîné. Aujourd'hui, quand vous regardez Facebook, il y a des petits insulteurs, c'est-à-dire qu'ils vont insulter toute une communauté, toute une famille, alors que peut-être le différent existe entre deux individus. Et ça devient un problème de famille. Et ce n'est pas normal. Quand on parle des interdits, par exemple, nous sommes assis ici. C'est un aîné. Lui, c'est un parent à plaisanterie, même s'il ne le sait pas. Moi, je suis un Yana, lui, c'est un gourmatier. Voilà, nous sommes de la même région. Donc, déjà, il y a des choses qu'on ne doit pas faire. Tel que soit ce que moi, je vais lui faire, ou tel que soit ce qu'il va me faire, nous sommes des parentés à plaisanterie, il n'y a pas de bagarre. Lui, c'est un aîné. Il peut me traiter de presque tous les noms d'oiseaux. Mais je suis obligé d'écouter ce qu'il me dit parce qu'il a vu le soleil avant moi. Et c'est comme ça qu'on évolue dans la société et c'est comme ça qu'on apprend. Parallèlement, on a parlé du 15 mai, on a parlé d'immolation, le sang versé. Il faut dire que la tradition, ce n'est pas exclusivement verser le sang. L'éducation, ça ne fait pas de la tradition. Comment vivre avec son père? Comment on vit avec sa mère? Comment on vit dans sa communauté? Comment on voit les autres communautés qui ne relèvent pas de notre communauté? Donc tout ça, ça fait partie de la tradition. Et c'est un enseignement qu'on donnait à toute la société. Et même le chef du village n'enfreint pas à ses valeurs. C'est une loi, c'est codifié et c'est connu. Et c'est ensemencé dans l'esprit de toute la communauté. Mais aujourd'hui, bon, les gens sont laissés, c'est devenu la télé qui éduque, c'est devenu Facebook qui éduque. Bon, on se demande quel est l'avenir que nous voudrons réserver aux tout jeunes qui doivent devenir les bâtisseurs et les dirigeants de ce pays un jour. C'est pour ça qu'on dit, Senghor l'a dit, nous sommes comme des lamentins qui vont boire à la source de Simal. C'est pour dire qu'il va falloir à un certain moment donné accepter que nos ancêtres nous ont laissé des valeurs intrinsèques que nous ne devons pas négliger. Il y a des choses qu'on peut abandonner. Parce que quand le contexte évolue, il faut savoir laisser ce qu'on doit laisser et garder ce qui est bien pour pouvoir toujours évoluer dans le bon sens. Alors, je reste toujours avec vous, Edmond. La question des us et coutumes, la tradition. Très souvent, quand on entend les traditionalistes, on voit le bon côté de la médaille, alors qu'il y a le revers. Est-ce que ce n'est pas ce revers-là qui a mené beaucoup à se détacher, si je peux le dire ainsi, de leur tradition? Par revers, je veux parler de la sorcellerie qui existe en Afrique. Oui, oui et non. Parce qu'il faut dire que la sorcellerie, c'est une mauvaise pratique. Et ça, il faut la décrier. Et toutes les sociétés ne l'admettent pas. Est-ce que ce n'est pas justement ça qui a amené des gens à se détacher de leur village, de leurs pratiques et tout? On parle des sorciers, mais je crois Un exemple parmi tant d'autres. Oui, je crois qu'on parle des sorciers, mais tout ce que Dieu a créé, il y a toujours une solution, il y a toujours un remède. Il y a des villages où il y a des sorciers, mais les gens y vivent, ils ne meurent pas. Qu'est-ce qu'ils font pour pouvoir résister? C'est qu'il y a des pratiques aussi qu'on peut faire et ne pas se faire manger par un sorcier. Donc, effectivement, la tradition, il y a des mauvaises pratiques. Si nous prenons par exemple une pratique où il fallait amener un être humain pour égorger et faire des rites, ce sont des pratiques qu'il faut abandonner. Et il faut reconnaître que dans toute société, il y a de mauvaises personnes et il y a de bonnes personnes. Tout à fait. Il y a une direction qu'on a donnée aux gens. Voilà la tradition, voilà ce qu'il faut faire. Mais il y a des esprits malins qui changent de voie et qui veulent faire le mal à autrui. Et c'est ça qui n'est pas intéressant. Puisque généralement, beaucoup fuient la religion traditionnelle là. Ce n'est pas parce qu'il y a ces mauvaises pratiques en réalité. Parce que là-bas, il n'y a pas de demi-mesure. Si tu fautes,
c'est quelqu'un d'autre qui le fera, c'est plus toi. Et c'est pour ça que les gens fuient. Vous prenez par exemple un chef de terre qui est assis à même le sol en train de faire un rituel. Et il se trouve que dans l'assemblée, il y a quelqu'un qui a couché avec la femme d'autrui. Et le dolo que vous devez boire à tour de rôle, si tu bois ce dolo-là, tu vas mourir. Alors qu'ailleurs, on voit des gens qui couchent avec les femmes, ils sont ensemble et il n'y a rien. Dans la tradition, ce n'est pas possible. Donc, c'est ce qui fait que beaucoup de gens fuient la tradition parce que là-bas, c'est la mort qui est la sanction. C'est la mort qui est la sanction. Si tu as déconné, les ancêtres vont t'appeler pour te demander pourquoi tu as fait ci, pourquoi tu as fait ça. Mais quand on t'appelle, même si tu as raison dans le monde de l'au-delà, là, tu ne pourras plus revenir dans le monde des vivants. C'est pour ça. Et dans la tradition, ce que je voudrais ajouter, il faut reconnaître que quand on verse l'eau de libation à l'endroit des ancêtres, les ancêtres ont leur monde. Et chez nous, les traditionnalistes, on ne parle pas de paradis, on ne parle pas de l'enfer. Chez nous, ça n'existe pas. Parce que quand tu meurs, ce sont tes ancêtres qui vont t'accueillir dans leur monde. Et pour preuve, lui, il sait, je lui apprends pas ces choses. Si vous partez à Pulumpiku, c'est un village pas très loin de Ouagadougou, il y a le marché des fantômes. Si vous avez un individu, un parent qui est décédé et vous voulez le voir, vous partez là-bas, on l'appelle, vous causez comme ça, comme nous sommes en train de causer. Mais tu ne dois pas pleurer, il y a des secrets que tu dois garder, de peur de mourir. Il peut donner plus de détails parce que c'est presque vers leur village. Voilà. Donc, c'est ces fantômes qui existent là, nos aînés qui ne sont plus de ce monde, mais qui sont là-bas là. Ils sont au paradis ou à l'enfer. Et on arrive à les appeler et ils peuvent s'asseoir, causer directement avec un vivant, alors qu'il n'est plus de ce monde. Donc, c'est pour dire que dans la tradition, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de secrets. Malheureusement, comme le blanc a acculturé la majorité des Africains là, ils ne cherchent pas à savoir le vrai fond, la réalité de nos coutumes, déjà de loin, sans savoir ce qu'il y a dedans, on déteste nos coutumes. Alors que quand tu t'approches, quand tu t'apprivoises de la chose, tu vas te rendre compte qu'il y a de bonnes choses là-dedans qu'on peut exploiter et avancer sereinement. Alors, je viens à vous, Maxime Woba, les bons et les mauvais côtés des us et coutumes africaines. Est-ce que cela n'a pas justement, comme je le disais tantôt, impacté cette déchirure-là? Oui. Tant qu'il y a l'homme, on aura toujours ces deux tendances. Voilà. Le bon, le mal existe en chacun. Maintenant, c'est le principe de l'amalgame. Que ce soit au niveau des religions traditionnelles ou encore des religions révélées, il y a toujours une forme d'amalgame. Si les traditionalistes, j'utilise ce mot parce qu'il a utilisé pour désigner leur groupe, si eux, ils se plaignent de l'amalgame entre sorcellerie et coutume, aujourd'hui, nous avons aussi, par exemple, les chrétiens qui se plaignent de cet amalgame persistant entre colonialisme et christianisme. C'est un amalgame qui est là, qui crée aussi une forme de stigmatisation dont eux aussi, ils se disent être victimes parce qu'on les confond à la colonisation, puisqu'il y a un vent de panafricanisme qui souffle. Et eux, bon, ils sentent qu'on est en train aussi de les confondre à cela. Et il y a un point auquel je pensais pendant que je venais dans le studio, c'est la question de l'authenticité. Très souvent, on dit que les religions traditionnelles sont authentiques parce qu'on les a héritées de nos parents, de nos grands-parents. Oui. Mais quelqu'un qui hérite l'islam depuis 3 générations, pourquoi on va se plaindre que ce n'est pas un musulman authentique? Quelqu'un qui est chrétien de père en fils depuis 4 générations, pourquoi il ne serait pas authentique? Donc, il y a une analyse profonde qu'il faut souvent faire pour ne pas rester vraiment dans le superficiel. Et aussi, l'élément sur lequel j'aimerais vraiment qu'on attire l'attention de chacun, c'est toujours faire la différence entre le culturel et le spirituel. Parce que lorsqu'on parle de culte, il s'agit d'entrer en communion, soit avec des esprits, ou encore en communion les uns avec les autres. Parce que lorsqu'on sacrifie et que vous mangez, vous rentrez en communion avec celui pour qui vous sacrifiez, mais aussi
celui qui a sacrifié est entre vous. Il a parlé, pris l'exemple tout à l'heure de la personne adultère qui est là. Quand tu célèbres un culte avec une personne adultère, tu rentres en communion avec la personne, si tu sais que la personne est adultère. Donc faisons vraiment la part des choses entre ce qui est culturel, qui nous donne, ça c'est les choix. J'aime dire que la culture, c'est laisser, culture et choix. La religion, c'est les règles. Et la culture va venir définir la vie de chacun de nous, les modes de vie, notamment les spécificités. Et la religion va venir réguler. Réguler, nous imposer soit des interdits, voilà, comme il en parlait tout à l'heure, ou encore réguler aussi nos relations. Et je termine avec deux choses que j'ai entendues tout à l'heure pendant que je vous attendais. C'est ce qu'a dit votre directeur général. C'est qu'aujourd'hui, nous entendons beaucoup de choses sur les plateaux télé et les mêmes personnes qui parlent de cohésion sur les plateaux télé, lors des réunions de famille, c'est eux qui interdisent les jeunes de se marier entre eux quand ils sont de religions différentes. Les mêmes personnes qui parlent de cohésion et d'acceptation de l'autre sur les plateaux télé, ce sont les mêmes, lorsqu'ils se retrouvent en cercle fermé, tiennent des propos qui frisent vraiment l'attaque des autres. Et le deuxième élément, c'est un des doyens de la culture qui l'a dit tout à l'heure. Il a dit que les chefs religieux qui font aussi, qui prient, qui vont à l'église ou encore, que non, ils ne sont pas authentiques, ils doivent faire un choix. Vous voyez un peu? Et cette question de choix, il faut réellement qu'on soit mesuré lorsqu'on parle de choix. Est-ce qu'on veut dire que celui qui est un chef traditionnel ne doit plus aller à l'église? Qu'est-ce que cela signifie? Donc, soyons prudents lorsque nous tenons certains propos sur le plateau et pensons vraiment être cohérents entre ce que nous disons lorsque nous sommes en comité restreint et lorsque nous sommes en public. Merci. Oui, je voudrais rebondir sur ce qu'il a dit. Je ne suis pas totalement d'accord avec lui parce que, bon, quand on parle de culture, pour moi, c'est la vision du monde au monde d'une communauté. Et parlant de la spiritualité, c'est chercher à comprendre l'origine des choses et tendre vers l'ascèse. Voilà ma compréhension de la chose de façon simplifiée. Bref, il a parlé de quelqu'un qui pratique la religion musulmane, si vous voulez, l'islam de 4 générations ou bien le christianisme 3 générations. La question d'authenticité. Il y a un hiatus à mon niveau. Cette personne porte toujours le nom d'une famille. Et alors que le nom de la famille est une émanation culturelle. Et il y a des interdits. Et vous prenez par exemple quelqu'un, peut-être 4 générations dans l'islam. Si dans leur communauté on dit qu'il ne mange pas le chien, il ne va jamais s'hasarder, même si sa religion lui dit qu'on peut manger le chien. Il ne va jamais manger le chien. Et pourquoi il ne va pas manger le chien? Parce que c'est son totem. Et cette attitude totémique-là, liée à sa communauté, il ne va jamais l'enfreindre. Même si une religion lui dit ou lui donne cutus qu'il peut manger le chien. Et pourquoi il ne va pas le manger? Parce qu'il sait que s'il mange le chien, il sera face à une situation malencontreuse. Donc je crois que quoi qu'on dise, c'est comme un célèbre auteur a dit que on peut tout perdre sauf sa culture. Mais le nom de famille est intrinsèquement lié à l'homme jusqu'à sa tombe. Et ce nom de famille-là, c'est un héritage d'un patrimoine culturel. Et on ne peut pas s'en débarrasser, à moins qu'on décide d'aller peut-être vivre ailleurs et changer de nom de famille. Quoi qu'on dise, les totems-là, tu vas toujours respecter parce que tu sais que si tu enfreins à ça, voilà la réalité. Alors, KPG, le 15 mai, est-ce que les Burkinabés sont définitivement rattachés à leur culture? Vu ce que vous avez... Vu ce qu'on a vu, je pense qu'il y a beaucoup de... C'était vraiment quelque chose d'important pour nous. Parce que c'est comme je disais, parce que le 15 mai, ça va être l'occasion pour nous aussi d'exhumer ces espaces de transmission-là. Ou alors de faire revivre ces espaces ou recréer des espaces pour pouvoir transmettre des valeurs, des savoirs et savoir-faire. Je m'attable sur les savoirs. Est-ce que la célébration à l'État, oui. Est-ce qu'il y a des choses à améliorer? C'est ça, je dis, qu'il n'y a que ces espaces de transmission qui vont nous permettre de pouvoir
corriger ou alors essayer de supprimer des pratiques. Parce que tant qu'il n'y a pas d'espace de transmission, c'est à l'école qu'on va voir les choses, qu'on va apprendre les leçons. Mais c'est à l'école qu'on va vous dire qu'on va passer les examens aussi. C'est ça, on dit que à l'école, on apprend les leçons avant de passer les examens, mais dans la vie, on passe l'épreuve avant de retenir la leçon. C'est-à-dire que dans notre culture, surtout dans notre tradition, là, ce que moi j'ai compris à partir du 15 mai qui est passé, et ce que je tente de faire, c'est de faire en sorte que l'espace que je suis en train de créer comme une école, l'atelier de l'inamovible enclume, c'est de faire en sorte que cet espace-là puisse être un espace de transmission des valeurs surtout les savoirs et savoir-faire. C'est ça que moi je priorise. Par exemple, quand on prend l'exemple de la foudre, par exemple, moi je suis forgeron, je parle toujours de ce que je sais. L'exemple de la foudre. On sait qu'il y a des savoirs que les forgerons ont. Il suffit que tu mettes ça dans ta maison, la foudre ne descendra pas jamais là-bas. Il y a des savoirs, par exemple, comme les femmes qui ont des problèmes d'accouchement que le forgeron a. Si on l'utilise, n'importe quel forgeron qui a ça, la femme qui a des problèmes d'accouchement peut accoucher facilement. Il y a beaucoup de savoirs comme ça qu'au niveau ceux qui font les tanneries, ceux qui font les habits, etc., etc. Donc ces savoir-faire-là, c'est de transmettre ces savoir-faire-là aux enfants. Je sais qu'il y a déjà des espaces comme on appelle de transmission, comme le truc de chapeau de saponné qui continue. Mais il faut en tout cas officialiser ces espaces, qu'on puisse avoir des vrais espaces de transmission comme des écoles de la tradition qui permettent de pouvoir donner des vraies valeurs même de la tradition. C'est ça que moi je pense que ça pourrait être intéressant. Alors c'est important ce que vous dites, vu qu'on a tantôt relevé ici qu'il y avait cette déchirure au niveau de la chaîne de transmission. Cela pourrait peut-être permettre de sauver ce qui peut l'être et surtout ramener les jeunes à adhérer à leur culture, à apprendre leur culture. Ouais. Parlons justement de culture, je sais que vous êtes ambassadeur du patrimoine burkinabé. On voit que même les sites dits sécurisés au niveau de la région du centre notamment, souvent même peinent à être visités. Oui. Parce que les gens n'ont pas le temps, ils n'ont pas peut-être un manque d'intérêt. Et c'est un problème. En fait, il y a une culture ici qui n'a pas été développée ou alors qui n'a pas été transmise par rapport aux visites même et au respect de nos sites. On ne va pas voir beaucoup de Burkinabés qui vont dire ok, je vais aller à Bobo pour aller visiter les cascades, je vais aller, bon, aujourd'hui avec l'insécurité c'est un peu compliqué, mais il n'y a pas vraiment une culture comme ça de visite des sites comme on trouve ailleurs. On a eu la chance de voir dans les autres pays, même dans les écoles. Il y a, c'est vrai qu'aujourd'hui, le passé, dans les écoles, il y avait des sorties culturelles qui étaient organisées. Et donc, il faut encourager ces sorties-là. Encourager, par exemple, le musée national est ici. Il y a beaucoup de choses que les élèves peuvent visiter en restant à Ouagadougou, parce que toutes les communautés sont représentées là-bas au musée national. Si on amène tous les élèves là-bas, le fait que les élèves vont aller voir la culture Boaba, la culture des Sénifo, la culture des Bissa, la culture des Bissa, la culture des Gourmanché, la culture Peul et tout ça, ça veut dire que ça va leur permettre de savoir les valeurs qui existent. Parce que souvent, quand on ne connaît pas quelqu'un, on commence à l'indexer, on commence à avoir des idées arrêtées sur cette personne-là. Mais lorsqu'on commence à s'approcher de cette personne, connaître cette culture-là, connaître allez-y. Ouais. Et connaître cette culture-là, ça permet de pouvoir en tout cas respecter cette personne-là. Donc je pense que j'invite les élèves en tout cas et les professeurs, s'ils peuvent en tout cas amener les enfants au musée, ça pourrait être intéressant. Voilà. Alors Maxime Woba, sur la question du 15 mai, est-ce qu'on peut considérer que c'est un début de prise de conscience africaine? Oui, moi je crois qu'on peut encore créer des liens positifs. Au lieu d'opposer les religions, on peut créer des liens positifs. Je vais vous donner un exemple. C'est un moment que j'ai eu avec des jeunes chrétiens. Qu'est-ce que j'ai fait avec eux? J'ai pris la Bible
l'évangile de Matthieu, chapitre 1, verset 1, qui parle de la généalogie de Jésus-Christ. Et je leur ai dit, de la même manière que dans la Bible, on parle de la généalogie de Jésus-Christ, fils d'Abraham, fils de David, fils d'Abraham, toi aussi, tu dois connaître ta généalogie. Ça, c'est créer le lien. Aujourd'hui encore, je regardais tous ces jeunes qui se sont fait baptiser et confirmer ou qui ont pris leur première communion. Imaginez qu'on arrive à créer un lien et que tous ces jeunes, déjà l'Église catholique l'a fait, je les félicite. Vous avez vu que depuis un moment, ce sont les pagnes qui sont utilisées pour les tenues de baptême. On pourrait peut-être passer du pagne des usines au pagne Faso d'Anfani pour les tenues de baptême. Moi, je crois que c'est ces liens positifs-là que nous devons commencer à créer. Et je termine avec ça. Aujourd'hui, nous sommes en train de lutter contre l'intolérance religieuse. Là où nous devons travailler aussi, c'est peut-être un nouveau concept, c'est l'impertinence religieuse. C'est que beaucoup de certaines religions ont tendance à avoir un vocabulaire qui dénigre les autres. Cela ne va pas renforcer la cohésion sociale, quel que soit ce que nous allons faire. Et les 15 mai, travaillons à ce que toute personne se sente concernée sur le plan culturel. Même si sur le plan spirituel encore, je dis que c'est souvent difficile de rapprocher les gens, sur le plan culturel, je crois qu'on peut toujours rapprocher les religions parce que nous sommes un seul pays et nous devons travailler de telle sorte que ma foi contribue à me rapprocher de mes compatriotes, de mes concitoyens. Et c'est là que le Burkina Faso gagnera encore plus en célébrant ce 15 mai-là. Alors, le dernier mot vous revient, Edmond, nous sommes pratiquement à la fin. Pour revenir à la célébration des prochaines éditions du 15 mai, qu'est-ce qu'il faudrait peaufiner? Ou est-ce qu'on va rester toujours dans cette dynamique de les différentes cours royales organisent les festivités à leur niveau et implorer leurs mânes et ancêtres? Ou est-ce qu'on va aller dans une dynamique de nationalisation de l'événement comme on le voit souvent au niveau de... C'est vrai que, prenant l'exemple de la Tabaski, à la place de la Nation, il y a des séances de prière qui sont organisées, mais il y a plusieurs autres prières organisées ça et là. Mais le côté national, c'est à la place de la Nation. Est-ce qu'on va aller dans cette dynamique-là? Bon, on peut aller dans cette dynamique, mais avant de revenir répondre à la question, on pourrait par exemple de façon imagée dire aux chrétiens, aux traditionnalistes, nous sommes même chose. Si vous prenez par exemple à l'autel, quand le prêtre sacrificateur doit par exemple faire le sacrifice à l'église, je vais dire, vous savez qu'il y a un autel. Il y a les enfants de cœur qui vont amener l'eau et le vin. Et je dis toujours, dans notre tradition, l'eau et le vin là, c'est ce que la femme va amener, les oncômes et le sang du poulet qu'on va immoler. C'est comme une image. Et la communion à l'église là, moi je qualifie ça du foie, du poulet qu'on va griller et partager à la communauté. Et la communion également, on partage à l'ensemble des fidèles. Donc si on regarde de façon profonde, c'est pratiquement la même chose. Donc, comment je vais traiter l'autre, par exemple, de diable ou d'autres choses? Nous sommes pratiquement les enfants et les grains d'un même panier. Parlons maintenant de ce qu'on peut faire pour que les prochaines fêtes à venir, là, il faut dire que bon, il y a quelque chose que les chefs de terre avaient recommandé, mais je n'ai pas vu ça cette année. Et je crois que l'année prochaine, ils doivent réaménager parce qu'ils avaient voulu demander à toutes les communautés de Burkina Faso d'amener une pierre rouge et une pierre blanche. Et ils vont ensemble les réunir et en faire un lieu de fétiche. Jusqu'à ce qu'un jour, un président qui vient au pouvoir, il peut venir effectivement jurer sur ça. Sur la Constitution et sur... Voilà, jurer sur les fétiches. Puisque ça va être un fétiche qui appartient à toutes les communautés. Voilà, chaque communauté a sa chose. Laïcité en ce moment. C'est ça le problème. Voilà, mais de toutes les façons, on peut toujours voir le plan qui sied, le modèle qui peut intéresser tout le monde. Et être accepté par tous. Et voilà, accepté par tous, pour qu'on avance sereinement ensemble, sans division, avec la cohésion sociale, même vision, pour qu'on puisse bâtir un Burkina nouveau.
Alors, je garde cela comme mot de fin. Merci à vous, Edmond Djigum Koudré. Merci à KPG. Et merci à Maxime Rouba. Merci à vous tous d'être venus et d'avoir honoré notre invitation pour parler de la célébration, la toute première du 15 mai, la journée des coutumes et des traditions.